Salut, je m'appelle Zeven. Lors du dîner le mois dernier, mon frère aîné m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu es le seul raté de cette famille. Papa et maman sont fiers de nous, pas de toi. » Ils ont tous ri. Moi non. Je suis resté assis là, silencieux. Mais au fond, j'avais déjà fait mon choix. Une semaine plus tard, ils ont tout perdu. Pas de voiture, pas de maison, pas d'argent. Et cette nuit-là, ma mère, qui avait autrefois bloqué mon numéro, m'a appelé en pleurs. Ce qui a tout changé, ce n'était pas la vengeance. C'était ce que j'avais découvert et ce qu'ils n'avaient jamais vu venir. Mais avant de vous raconter, demandez-vous, et si votre propre famille avait bâti tout son succès sur votre effacement? Crieriez-vous ou attendriez-vous? Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait et comment le silence, utilisé à bon escient, peut être le cri le plus fort de tous. Je suis arrivé dans l'allée quelques minutes en avance, mes pneus crissant doucement sur le chemin de gravier bordé de haies impeccables. La maison Harper se dressait comme toujours, colonne peinte en blanc, fenêtres surdimensionnées, le tout criant la tradition du Sud, et en dessous de tout cela, un froid qui pouvait vous glacer jusqu'aux os. Je portais un plat de cuisson recouvert de papier d'aluminium, un gobelet aux pêches, encore chaud. Je l'avais fait moi-même. Je n'en avais rien dit dans le groupe de discussion familiale. Je l'avais juste apporté. Ma petite offrande de paix. Quand je suis entré dans le vestibule, l'odeur de rôti de bœuf, de pain de maïs et de quelque chose d'agrumé flottait dans l'air. Des rires résonnaient de la salle à manger. J'ai aperçu Everett à travers l'arche, versant du vin comme s'il possédait l'endroit. Peut-être qu'il le possédait maintenant. Zeven m'a appelé ma mère depuis la cuisine, sans daigner lever les yeux de ce qu'elle remuait dans une casserole. Tu es en avance. Pose ça où tu veux. J'ai posé le gobelet sur le bord du comptoir à côté d'un gâteau acheté en magasin. Personne n'a demandé ce que c'était. Personne n'y a touché. Je suis entré dans la salle à manger et quelque chose m'a immédiatement paru étrange. Ma place habituelle, la 4e en partant de la tête de table, avait disparu. Littéralement disparu. Pas déplacé, juste pas là. À sa place, un espace gênant entre deux chaises. Je suis resté là une seconde, jusqu'à ce que ma nièce Ava, environ 12 ans, lève les yeux de son téléphone et murmure « Oncle Zeven essaie toujours tellement ». Sa mère l'a fait taire d'un regard vif. Finalement, Everett a désigné du menton une chaise à l'extrémité, au-delà des cousins et des petits-enfants. « Tu peux prendre celle-là » a-t-il dit avec désinvolture, comme si j'étais l'oncle éloigné dont il se souvenait à peine. J'ai hoché la tête, me suis assis et j'ai souri poliment. Je n'ai pas touché au vin. Le dîner a continué, rempli de bavardages auxquels je ne participais pas. Nouvelle promotion, rénovation de maison, classement des écoles privées. J'ai coupé ma nourriture en silence, hochant la tête de temps en temps. J'ai essayé de croiser le regard de mon père une fois, mais il a juste regardé au-delà de moi, comme si j'étais un meuble. Puis vint le moment où Everett a levé son verre, s'éclaircit la gorge comme s'il était à une remise de prix d'entreprise. Levons nos verres, a-t-il annoncé au vrai succès de cette famille. Ceux qui ont travaillé dur, bâti quelque chose de solide, pas comme Zeven, qui court encore après les rêves comme un adolescent. La table a éclaté de rire. Ma mère a gloussé derrière sa serviette en tissu. Papa a esquissé un demi-sourire paresseux et a siroté son merlot comme s'il regardait une rediffusion. Je n'ai pas bougé. Ma main est restée parfaitement immobile autour de la tige de mon verre. À l'intérieur, ça brûlait, mais mon visage était inexpressif. J'ai regardé la nappe, bleu marine avec des bords cousus. Ma mère l'avait faite quand j'avais 10 ans. Je me souviens l'avoir aidée à choisir le fil. Maintenant, j'avais l'impression qu'elle appartenait à l'histoire de quelqu'un d'autre. Personne n'a rien dit pour briser le silence. Le dîner a continué. Personne ne s'est excusé. Personne n'a même cligné des yeux. Une fois les assiettes débarrassées, Everett est venu me tendre une petite boîte en carton. Trouvez ça dans le garage de papa. Je pensais que tu voudrais récupérer ton petit trophée. À l'intérieur se trouvait un morceau de métal tordu et poussiéreux de mes années de piste au lycée. J'avais oublié jusqu'à son existence. Apparemment, tout le monde l'avait oublié aussi, jusqu'à ce qu'il devienne un accessoire dans le petit théâtre de ce soir. Ils sont passés au dessert, pas le mien, bien sûr. Personne ne l'avait même découvert.
Je me suis levé, j'ai ramassé les verres vides sans un mot. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a aidé. Je n'étais pas un invité. Je n'étais pas de la famille. J'étais toléré. Après avoir rincé les verres, je suis sorti par la porte de derrière, évitant les au revoir. Dans l'allée, je me suis appuyé contre ma voiture et j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai envoyé de SMS à personne. Je n'ai appelé personne. Je me suis contenté de fixer l'écran de verrouillage, une photo de famille d'il y a 10 ans. Nous tous. À l'époque où je pensais avoir encore une place à cette table. J'ai murmuré pour moi-même, juste assez fort pour que ça résonne sur le pare-brise. Il croit vraiment que je resterai toujours aussi silencieux. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Après le dîner à la propriété des Harper, je suis rentré chez moi et je me suis assis sur le bord de mon lit, toujours dans ma chemise à col, fixant le même point sur le mur pendant plus d'1 heure. Je n'étais pas en colère, pas de la manière dont les gens pensent. Ce n'était pas du feu ou des cris. C'était plus silencieux que ça, comme s'asseoir dans de l'eau immobile, regardant les ondulations disparaître. 2 jours ont passé. La pluie de printemps est revenue, tapant doucement contre les fenêtres de mon appartement à South Charlotte. J'habite dans une petite unité, rien de luxueux, mais c'est la mienne. Je garde les choses rangées, prévisibles, silencieuses. Ce matin-là, j'ai nourri le poisson rouge que j'avais appelé Harper. Une blague peut-être, ou un rappel. Il m'a regardé à travers le verre comme s'il en savait plus qu'il ne le devait. J'ai laissé tomber quelques granulés, puis je suis resté là plus longtemps que d'habitude, observant le petit bonhomme nager en cercle lent. La porte de mon réfrigérateur a grincé en s'ouvrant. À l'intérieur, quelques œufs, une couple de pommes et une demi-bouteille de lait d'avoine. Je n'étais pas fauché, juste désintéressé. Quand votre estomac est noué par de vieilles blessures, la nourriture ressemble à une corvée. Je suis retourné au petit bureau près de la fenêtre. Il y avait une liste collée à côté de la lampe, des choses que j'avais écrites il y a des mois pour rester concentré quand tout le reste devenait bruyant. Toutes portaient une croix sauf une, courrier, l'enveloppe. J'ai regardé ces mots pendant un long moment. Le souvenir est revenu comme à l'appel. L'été dernier, au bureau de l'avocat. Je suis passé sans annonce pour signer des documents pour une bourse que je mettais en place au nom de ma mère. Quelque chose qu'elle ne savait même pas encore. J'essayais de faire quelque chose de bien. C'est là que je les ai vus, Everett et papa, assis avec l'avocat spécialisé dans les successions. Ils ne m'avaient pas vu. Je suis resté dans le couloir, hors de vue, juste assez loin pour tout entendre. S'ils découvrent un jour ce que nous avons fait avec la clause de fiducie, a dit Everett en riant. Papa a reniflé. Détends-toi. Zeven ne lit pas les petits caractères. Il ne l'a jamais fait. Il est trop émotif pour les contrats. Ils ont tous deux ri alors, comme s'il s'agissait d'une blague privée qu'ils gardaient depuis des années. Je suis resté là, figé, puis je me suis retourné et je suis sorti avant qu'ils ne me repèrent. De retour dans le présent, j'ai fouillé dans le tiroir du bas de ma classeur, j'ai sorti le dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur, chaque pièce du puzzle. Amendement notarié, relevé financier, fils de mai de l'avocat successoral. Je les avais vérifiés, revérifiés, triple vérifiés. Ils avaient discrètement redirigé une ancienne clause, quelque chose enfoui dans la fiducie familiale originale que grand-père avait mise en place avant de décéder. Quelque chose qui m'incluait autrefois. Maintenant, j'étais légalement exclu. Tout cela fait sous le radar, masqué par juste assez de brouillard juridique pour passer inaperçu. Mais j'avais remarqué. Je n'étais pas prêt alors. La blessure était encore trop fraîche. Mais maintenant, je ne me sentais plus blessé. Je me sentais clair. Je me suis assis au bureau, j'ai tapé un document d'une page, simple, factuel, sans colère, sans menace dramatique, juste des preuves. Et une chronologie, une copie de la clause modifiée, une note annotée citant l'original, et une ligne en gras, modification non autorisée de cette clause sans divulgation complète aux bénéficiaires constitue une violation de fiducie selon le droit de la Caroline du Nord. Je l'ai imprimé, glissé dans une enveloppe ordinaire, et j'ai écrit 2 mots sur le devant pour maman. Pas d'adresse de retour, pas de signature, pas de commentaire, juste la vérité. La pluie s'était calmée en une fine bruine vers le milieu de la matinée. J'ai attrapé mon manteau,
glissé l'enveloppe dans la poche intérieure et je suis descendu au garage. Le trajet en ville était silencieux. Pas de musique, pas de podcast, juste le rythme des pneus sur le trottoir mouillé. Je me suis garé à un pâté de maison de l'ancienne maison familiale, la même où j'avais appris à faire du vélo, où papa m'avait une fois aidé à construire un avion en modèle réduit, quand il me regardait encore comme si j'avais de l'importance. La rue était calme, le camion de courrier était passé. J'ai attendu que personne ne regarde, j'ai marché calmement et j'ai glissé l'enveloppe dans la boîte aux lettres en laiton clouée à côté de la porte. Pas de drame, pas de grande inspiration, pas d'hésitation. Puis je suis retourné à ma voiture, je me suis assis au volant pendant un moment, les mains sur le volant. Il pense que je suis invisible, ai-je dit à voix haute. C'est parfait. On ne voit pas une ombre tant qu'elle ne bouge pas. Et avec ça, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Pas de regard en arrière, pas de regret, juste en avant. Et la pluie s'était calmée le lendemain matin, mais le ciel portait toujours cette teinte grise terne qui donnait l'impression que tout retenait son souffle. J'ai vaqué à mes occupations comme d'habitude. J'ai fait du pain grillé, j'ai laissé le café couler, j'ai donné ses flocons à Harper. Rien ne semblait différent à l'extérieur, mais le passé a une façon de parler quand les choses deviennent calmes. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Je me tenais près de la fenêtre, regardant le vent pousser un journal dans la rue. Le texte illuminait l'écran en blanc éclatant. De maman, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Je ne comprends pas. Appelle-moi maintenant. Je l'ai regardé quelques secondes, puis j'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé face vers le bas sur le comptoir. Non, je n'appellerai pas. Il n'y avait plus rien à expliquer. La lumière dans la pièce a changé. Des nuages qui passent, des ombres qui bougent. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'un souvenir avant même de m'en rendre compte. La maison. Cette odeur de polish au citron et de vieux tapis. Il y a 10 ans. J'avais perdu un mariage que j'avais tant essayé de sauver. Et je pensais peut-être, juste peut-être, que rentrer à la maison serait quelque chose de doux. Mais la porte s'était à peine fermée derrière moi quand Everett a dit « Eh bien, regardez qui est de retour ». Le maillon faible est de retour. Papa n'a même pas levé les yeux de son fauteuil. Ne t'attends pas à de l'aide, a-t-il dit comme s'il l'avait répété. Tu casses, tu répares. Je me souviens être resté dans la cuisine cette nuit-là, tenant un verre d'eau à 2 mains juste pour arrêter mes tremblements. Maman est entrée. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Tu n'étais tout simplement pas fait pour la compétition de cette famille, a-t-elle dit doucement, comme si elle me laissait tomber gentiment. Cette phrase n'est pas venue avec des voix élevées. Personne n'a rien jeté, mais cela a brisé quelque chose en moi qui ne s'est jamais complètement refermé. J'ai quitté le souvenir comme on sort d'un brouillard. Le parc était calme. Un petit chemin serpentait le long d'un ruisseau, et je l'ai suivi lentement. Devant, il y avait une famille. 3 enfants, 2 parents, une grande couverture étendue avec des sandwichs et des jus. Ils riaient de quelque chose, complètement perdus dans leur propre bulle de joie. Et cela m'a frappé en plein dans la poitrine. Ce n'était pas l'héritage. Il ne s'agissait même plus de la clause de fiducie. Ce qui faisait le plus mal, c'était la façon dont ils m'avaient dépeint. Comme si j'étais né défectueux. Comme si l'amour et la chaleur étaient des choses auxquelles je ne qualifiais pas tout à fait. Je suis devenu leur bouc émissaire émotionnel. La preuve qu'on pouvait aimer quelqu'un moins, juste parce qu'il ne jouait pas votre jeu. De retour à mon appartement, j'ai retiré mes chaussures et je suis allé directement à la petite étagère où je gardais des souvenirs divers, dont la plupart portaient des souvenirs trop lourds pour être exposés, mais trop douloureux pour être jetés. Caché derrière un vieux gant de baseball se trouvait le métal qu'Everett m'avait rendu il y a quelques anniversaires, toujours tordu de quand il l'avait jeté dans un tiroir des années auparavant. Il portait encore le nom de famille sur le ruban comme s'il ne m'appartenait plus. Je l'ai tenu un moment, puis je l'ai posé. Je n'ai ressenti aucune rage, même pas de tristesse, juste une fatigue claire. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Lignée, copie propre. Pas de drame, juste de la structure. À l'intérieur, j'ai commencé à déplacer des choses. Documents que j'avais rassemblés, capture d'écran, papier notarié, enregistrements vocaux. Ne plus les laisser définir ce qui était réel. Ne plus attendre que quelqu'un valide ma version des événements.
Il ne s'agissait pas de représailles. Il s'agissait de vérité. Après avoir organisé quelques dossiers, je suis allé à la cuisine pour me faire du thé. En ouvrant le tiroir pour prendre une cuillère, ma main a effleuré quelque chose de plié dans le coin arrière. C'était la vieille serviette cousue bleu marine d'un brunch familial il y a des années. Je l'avais fourrée dans la poche de ma veste par accident après avoir aidé à débarrasser la table. Elle était trop belle pour être confondue avec une serviette jetable. J'avais l'intention de la rendre, mais je ne l'ai jamais fait. Je l'ai dépliée lentement, passant mon doigt le long de l'ourlet, retraçant les petites coutures soignées que ma grand-mère cousait elle-même. Elle était décédée 2 hivers auparavant. La serviette portait encore une légère odeur de son savon pour les mains au citron. Je n'ai rien dit, je l'ai juste tenue un moment plus long que nécessaire, puis je l'ai pliée soigneusement et remise à sa place. L'air semblait plus lourd maintenant, comme si l'orage n'était pas passé. Il avait juste tournoyé. Le passé n'avait pas fini de murmurer. Et à la fin de la semaine, j'ai appris que je n'étais pas le seul qu'ils avaient écarté trop tôt. Et le jeudi après-midi s'est déroulé lentement et collant, le genre de chaleur de Caroline qui s'accroche à votre peau, même à l'ombre. J'étais près du centre-ville, tuant le temps avant mon passage au bureau du greffier du comté. Il y avait un petit café à côté d'une librairie d'antiquités. L'un de ces endroits qui sentait toujours la cannelle et les livres de poche. Je suis entré principalement pour la climatisation, mais je suis resté parce que quelque chose semblait calme. La file avançait lentement. Derrière le comptoir, une jeune femme aux boucles brunes attachées en un chignon lâche essayait de tenir le coup. Elle s'essuyait les yeux entre les commandes, clignant des yeux intensément comme si chaque larme était une trahison. Je ne voulais pas m'immiscer, mais quand j'ai atteint le comptoir, je lui ai fait un petit signe de tête et j'ai dit « Journée difficile ». Elle a lâché un rire. L'un de ces rires secs et amers qui viennent d'un endroit fatigué. On pourrait dire ça, a-t-elle marmonné, enregistrant ma commande. Désolé, juste des trucs de famille. Je n'ai pas insisté, j'ai juste glissé un 5 $ dans le pot à pourboire et j'ai attendu au bout du bar. Et quelques minutes plus tard, elle est sortie de derrière le comptoir et s'est assise à une table près de la fenêtre, retirant son tablier comme s'il pesait 100 livres. Pause, a-t-elle appelé doucement à sa collègue, qui a hoché la tête sans lever les yeux. J'ai pris mon café et je me suis assis à quelques mètres, ne voulant pas m'immiscer, mais ne pouvant pas non plus partir. Elle a jeté un coup d'œil. Vous avez jamais eu une de ces semaines où vous avez l'impression d'être effacé? Je l'ai regardé, curieux. Plus d'une fois? Elle a expiré puis a dit, ma grand-mère est décédée le mois dernier. Je me suis occupé d'elle les 2 dernières années, j'ai déménagé, j'ai mis mes études en attente, j'ai même démissionné pour être là à plein temps. Elle m'a laissé un petit fonds dans son testament. Rien de fou, juste de quoi me remettre sur pied. Ses yeux se sont embués. Maintenant, mon oncle me poursuit en justice. Il dit que je ne le mérite pas. Il dit que je ne fais pas partie d'eux. Cette dernière partie m'a frappé comme un coup de poing. Pas un des leurs. Je connaissais trop bien cette phrase. Elle m'a regardé. Désolé. Je ne voulais pas vous déballer tout ça à un étranger. J'ai secoué la tête. Vous ne l'avez pas fait. Je sais exactement ce que ça fait d'être effacé de quelque chose à quoi on a consacré sa vie. Nous sommes restés silencieux un moment, tous deux regardant une famille passer dehors. Maman, papa, un bambin couinant avec un visage couvert de chocolat. Tu n'es pas invisible, a-t-elle dit finalement. Les gens comme toi ne le sont jamais. Ils ne veulent juste pas te voir. Elle a souri faiblement, puis s'est levée. Merci de m'avoir écouté, monsieur Zeven. Mais, a-t-elle répondu. Passez une bonne journée. Je l'ai regardé retourner à son poste, les épaules un peu plus droites, et je suis sorti en portant quelque chose que je n'attendais pas. La clarté. Sur le chemin du bureau du greffier du comté, je n'arrêtais pas de repasser les paroles de mai. Ils ne veulent juste pas te voir. Le bâtiment était plus froid que le café. Tout en marbre et en néon vacillant. J'ai donné mon nom et mon identifiant et j'ai demandé à vérifier le titre de propriété du chalet dans les contreforts, que papa m'avait une fois promis en état d'ébriété à Thanksgiving, puis n'avait plus jamais mentionné. Le greffier, un homme d'âge moyen avec une moustache et des yeux qui en savaient trop, a haussé un sourcil en consultant l'écran. Hein? A-t-il marmonné? Quoi? Ai-je demandé.
Il m'a regardé avec un mélange de prudence et de curiosité. Vous avez dit que votre nom était Even Calder. J'ai hoché la tête. Eh bien, chose amusante. Quelqu'un est venu ici il y a à peine 2 jours pour demander la même parcelle. Il a essayé de faire sceller des parties de celle-ci du registre public. J'ai ressenti une pression dans ma poitrine avant que mon cerveau ne suive. Qui n'a pas laissé de nom, mais le gars a dit qu'il s'occupait des affaires familiales internes et qu'il faisait du nettoyage. Il portait le même nom de famille que le propriétaire d'origine, cependant. Calder Everett. J'ai réussi à sourire, je l'ai remercié et j'ai demandé une copie imprimée de l'acte. Il me l'a donnée sans un mot de plus. En sortant, le soleil avait commencé à décliner bas, projetant de longues ombres sur le parking. C'est là que je l'ai vu. Everett sortant d'un SUV noir, riant au téléphone. Il était détendu, comme s'il n'avait aucun souci au monde, vêtu d'une veste sur mesure, les cheveux gominés comme un homme jouant un rôle qu'il pensait posséder. Il ne m'a pas vu, ou peut-être qu'il m'a vu et qu'il s'en fichait. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas crié. J'ai juste sorti mon téléphone, j'ai pris une photo de sa plaque d'immatriculation et je me suis retourné. Pendant longtemps, j'avais cru qu'ils étaient juste cruels et négligents, dédaigneux, passifs-agressifs, froids. Mais ça, c'était chirurgical, délibéré. Ils ne me mettaient pas seulement dehors émotionnellement. Ils essayaient de m'effacer des registres complètement, comme si je n'avais jamais existé. Comme si mon nom n'avait jamais appartenu à aucun titre, à aucune page, à aucune lignée. Ce n'est pas seulement de la cruauté. C'est du vol. J'ai marché 2 pâtés de maison en silence, puis je me suis assis sur les marches du palais de justice, le papier toujours dans la main, mes doigts se serrant sur les bords. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais j'étais réveillé et j'en avais fini d'attendre. Et j'ai marché le reste du chemin vers la maison avec la pluie qui chassait mes pas. Pas une tempête, juste cette bruine tenace de Caroline qui s'infiltre dans votre col et vous rappelle à quel point vous êtes vraiment petit. Au moment où j'ai franchi le seuil de mon appartement, le ciel était de couleur anthracite, l'air épais. J'ai secoué l'eau de ma veste, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, et je me suis penché pour attraper le paquet juste devant le paillasson. Pas d'étiquette, pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit à la main. Ça aurait dû être le premier signal d'alarme. Je l'ai porté jusqu'au comptoir de la cuisine, je l'ai ouvert lentement. Sans précipitation, sans supposition, juste un poids étrange dans mon estomac, comme si je savais déjà que je n'allais pas aimer ce qu'il y avait à l'intérieur. La boîte n'était pas grande, mais son contenu m'a coupé le souffle. C'était mon vieil album photo, cuir brun, craqué au dos. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je me souviens que grand-père me l'avait donné quand j'avais 18 ans. C'est à toi, avait-il dit, pas, j'ai ouvert la première page. Il y avait une photo de moi dans une poussette assise à côté de maman sur un banc de parc. Son visage était toujours là. Le mien ne l'était pas. Il avait été griffé violemment avec un épais marqueur rouge, comme si quelqu'un avait pris son temps. Chaque page après racontait la même histoire. Anniversaire de maternelle effacé. Noël avec grand-père. Juste une tache rouge là où j'étais autrefois. Photo de l'équipe de football. Mon maillot toujours visible, mais mon visage effacé. Quiconque avait fait cela voulait que je le voie. Pas seulement l'effacement, mais l'intention derrière. J'ai continué à feuilleter, le cœur lourd, les doigts tremblants. Sur la dernière page, il n'y avait pas de photo, juste un morceau de papier déchiré collé sur le cuir, écrit d'une écriture d'Everett, nette et délibérée. J'aurais dû rester parti. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai posé l'album, je suis allé directement au placard et je me suis versé un verre de bourbon. Pur. La bouteille avait à peine été touchée depuis des semaines. Je me suis assis sur le canapé, verre à la main, fixant rien en particulier, juste le mur où le soleil frappait autrefois le matin avant que je ne remplace les stores. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je murmuré à voix haute, les premiers mots que j'avais prononcés de la journée. Peut-être que je n'étais jamais censé faire partie d'eux. Ce n'était pas de l'auto-apitoiement. C'était juste de l'épuisement. Comme un barrage qui cède enfin après avoir retenu trop longtemps. J'ai posé le verre et je me suis penché en arrière, laissant tomber ma tête sur le coussin. Pas de larmes. J'étais passé à ça. Ce genre d'engourdissement n'avait pas besoin d'eau. Juste à ce moment-là,
quelque chose a remué au fond de mon esprit. Un écho que je n'avais pas entendu depuis des années. La voix de grand-père, calme, certaine, comme il parlait sur le porche cette nuit d'été, celle avant sa dernière opération. Il y a de l'honneur à ne pas se battre, avait-il dit, regardant les arbres. Mais il y a de la déshonneur à se laisser effacer. Je ne sais pas pourquoi cela m'est revenu à ce moment-là. Peut-être que l'album photo l'avait déverrouillé. Ou peut-être quelque chose de plus profond en moi. Quelque chose qui en avait marre d'être silencieux a finalement refait surface. Je me suis assis, je me suis levé, j'ai marché jusqu'au placard du couloir et j'ai sorti la boîte en carton que je n'avais pas touchée depuis des mois. À l'intérieur, il y avait tout. Copies de documents de propriété, documents d'assurance, anciens emails, lettres de grand-père, même une clé USB avec les statuts originaux de l'entreprise familiale. Des preuves. Tout. J'ai porté la boîte dans la cuisine, je me suis tenu au-dessus de la poubelle. Mes mains ont hésité juste une seconde. Ce serait facile. Un coup, un haussement d'épaule, un moment de reddition, et je pourrais faire semblant que rien de tout cela n'avait d'importance. M'éloigner. Commencer nouveau. Les laisser gagner en silence. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt posé la boîte sur la table, avec soin, presque avec révérence. Puis je me suis assis dehors. La pluie s'est intensifiée, tapant contre les fenêtres en un rythme régulier. Je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai pas touché mon téléphone jusqu'à ce qu'il s'allume tout seul. Un message vocal, numéro inconnu. Je l'ai écouté sur haut-parleur, m'attendant à du spam ou pire, un message vantard d'Everett. Mais la voix à l'autre bout était plus âgée, familière. « Monsieur Zeven », a dit l'homme, presque en chuchotant. « C'est Ray Ellison. J'ai travaillé avec la succession de votre grand-père. Quelque chose est sorti lors de l'audit et cela ne me semble pas correct. Vous voudrez peut-être me rappeler. » Discrètement. Clic. J'ai regardé le téléphone comme s'il avait parlé en langue. Ray Ellison. Je n'avais pas entendu son nom depuis près de 10 ans. Pour autant que je sache, il était à la retraite, vivant quelque part à Asheville. Pour qu'il me contacte maintenant, sorti de nulle part, ce ne pouvait pas être une coïncidence. Je me suis penché en arrière, les yeux levés au plafond. Alors, ils ne me coupaient pas seulement. Ils enterraient les choses discrètement, négligemment. Peut-être que je n'étais pas censé le découvrir, mais je l'avais fait. Et je n'étais pas le même homme qu'ils pensaient que j'étais. Plus maintenant. Leur pardon ne les empêchera pas. Ils n'étaient pas intéressés par la paix. Ils voulaient l'effacement. Ils voulaient le silence. Eh bien, je n'avais pas prévu de vengeance. J'ai prévu un règlement de compte. Cette pensée est restée avec moi toute la nuit. Pas fort, pas en colère, juste stable, comme le tic-tac de la vieille horloge dans le bureau de grand-père. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans me réveiller en sueur. Pas de rêve tordu, pas de voix lointaine m'appelant inutile, juste le sommeil. Au lever du soleil, j'étais déjà douché, habillé et buvant mon premier café de la journée. C'était un samedi calme, le genre que les gens réservent habituellement pour le jardinage et les listes de courses. Pas moi. À 8h15, j'étais déjà garé devant un dîner décoloré caché derrière une station-service juste à côté de l'autoroute 74. Le genre d'endroit où les serveuses vous appellent encore, hein, et où le café a un goût d'avoir été brassé depuis la semaine dernière. Je l'ai repéré à travers la fenêtre avant d'entrer. Monsieur Carson, chemise blanche rentrée dans un pantalon, blazer trop formel pour un endroit comme celui-ci. Il était assis dans une banquette tout au fond, sirotant une tasse tiède de quelque chose de brun. Il avait l'air plus âgé que je ne m'en souvenais, bien que nous n'ayons pas parlé depuis près de 10 ans. Il s'était occupé de partie de la succession de grand-père avant de prendre sa retraite. Toujours silencieux, toujours vif. « Zeven », a-t-il dit en m'asseyant en face de lui. « Tu es en avance. »« Toi aussi », ai-je répondu, gardant ma voix égale. Il n'a pas souri. Au lieu de cela, il a glissé sous la table et a sorti une enveloppe manille ordinaire, scellée et épaisse. « Ils ont utilisé ton nom », a-t-il dit. Je n'ai pas cligné des yeux. Sur quelles transactions immobilières, instruments de dette, une fondation écran appelée Arbor Vine Legacy Fund. Il déplace des actifs sous ton nom depuis l'année suivant le décès de ton grand-père.
Tout est propre en surface, mais dès que cela est audité, c'est toi qui tiens le sac. La serveuse est apparue avec une cafetière, mais je l'ai fait signe de partir. Carson ne l'a même pas remarqué. Je pensais qu'il m'avait juste mis de côté, ai-je dit lentement. Mais il m'utilise depuis tout ce temps. Il a hoché la tête une fois. Exactement. Mes mains sont restées plates sur la table. Pas de serrage, pas de panique, juste de l'écoute. Tu as la documentation ? Ai-je demandé. Il a tapoté l'enveloppe. Tout est là. Originaux, copies, et une chronologie notariée. Garde-la en sécurité. Et Zeven, il a marqué une pause, la voix plus douce. S'il découvre que je te l'ai donné, je suis le suivant. J'ai croisé son regard. Ils ne l'entendront pas de moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. J'ai laissé $20 sur la table, je suis parti sans regarder en arrière. Le ciel était à nouveau gris. La Caroline aimait garder ses nuages. De retour chez moi, j'ai ouvert l'enveloppe avec un couteau à steak et j'ai tout étalé sur la table de la salle à manger. Des rangées de documents, des transactions, des scans, des mémos juridiques. En bas, il y avait une feuille de calcul, le nom d'Everett en haut, celui de papa en dessous, et à côté d'eux, le mien, non seulement listé, mais falsifié. Je me suis penché en arrière sur la chaise, les bras croisés. Mon cœur ne battait pas la chamade. Ma mâchoire ne se serrait pas. Au lieu de cela, j'ai parlé doucement à personne d'autre qu'au mur. Ils ne m'ont pas juste effacé. J'ai repris la signature falsifiée. Mon propre nom. Négligé, de travers, légèrement trop rond. Ils m'ont utilisé. Ce n'était pas de la négligence. C'était du vol. Du vol d'identité emballé dans des dîners de fête et de faux sourires. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à tout documenter, en prenant des photos, en sauvegardant des PDF, en numérisant des pages dans un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. J'ai étiqueté chacun par nom, Everett, papa. Et puis, après une pause, un que je n'attendais pas, j'ai tapé, Léona, maman. Le curseur a clignoté pendant un moment, puis j'ai enregistré. Cet après-midi-là, j'ai pris rendez-vous avec un consultant juridique local, un vieil ami d'un ami, qui travaillait maintenant dans un bureau privé au-dessus d'une clinique dentaire. Pas de réceptionniste, pas de panneau sur la porte, juste un seul coup et un clic de l'intérieur. Vous cherchez une protection de lanceur d'alerte, a-t-il demandé après les présentations. Je cherche des options, ai-je dit. Mais oui, je veux savoir ce que je peux dénoncer et ce qui m'empêche d'être enterré pour ça. Il a feuilleté un dossier, silencieux pendant un moment. Pourquoi ne pas simplement rendre public ? Conférence de presse des médias locaux. Tout dévoilé. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit de précision, a-t-il souri faiblement. Vous y avez trop pensé, ai-je dit. Tôt le soir, j'étais de retour chez moi. Pas de musique, pas de distraction, juste moi et les preuves. J'ai créé un dossier sur mon bureau. Cendre 76. Chaque scan, chaque mémo vocal, chaque reçu signé. J'ai tout téléchargé, vérifié chaque fichier, puis téléchargé une deuxième copie dans un cloud sécurisé, imprimé des sauvegardes, mis dans un classeur verrouillé dans la chambre. J'ai même déterré le vieux coffre unifuge de grand-père dans le placard, les dépoussiéré, changé la combinaison, glissé une clé USB à l'intérieur, et fermé. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, il était presque minuit. L'appartement était silencieux. Pas de bourdonnement de machine, pas de bruit des voisins, juste le silence. Et pas le genre qui semble vide, le genre qui semble mérité. Je me suis allongé sur le canapé, les bras derrière la tête. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, mon corps s'est détendu. Pas de pensée bourdonnante, pas de honte, pas besoin de permission pour exister. Ils pensaient que je reconstruisais ma vie en silence. Ils ne savaient pas que je reconstruisais leur chute. Dès dimanche matin, j'avais repassé la dernière de mes chemises et vérifié le dossier dans le siège passager au moins 3 fois. Le ciel était d'un bleu sans nuages, trompeusement paisible. C'était le genre de matin qui semblait rassembler les gens. Ce qui en faisait le moment idéal pour arracher le masque de tout ce qu'ils avaient construit. Je me suis garé sur le parking de l'église 15 minutes avant le brunch annuel d'honneur de la famille,
un événement qu'ils organisaient chaque premier dimanche de juillet pour célébrer l'héritage, la loyauté et la lignée. J'avais l'habitude d'assister à ces rassemblements comme un fantôme à la table. Aujourd'hui, je ne serai pas invisible. Le service s'est terminé juste avant 11 heures. Alors que les gens sortaient dans la cour, se serrant la main et offrant des sourires répétés, j'ai gardé mes distances. J'ai vu Everett près des marches, entouré de cousins et de membres du conseil d'administration, riant comme s'il n'avait pas mal utilisé une seule miette du nom de quelqu'un d'autre. Papa et Léona se tenaient près de la fontaine, radieux comme jamais, absorbant les compliments sur leur vision de l'avenir de la famille. Pas un regard vers moi, comme prévu. De là, la plupart d'entre nous ont pris la courte route jusqu'au country club, où la salle de banquet privé était déjà dressée. Nappe en lin, couvert poli, marque-place pliée en petits triangles nets. Mon nom était correctement orthographié pour la première fois depuis des années. Dommage que quelqu'un ait fait des efforts supplémentaires juste pour préparer le terrain de leur propre perte. J'ai pris place à mi-hauteur de la table. Everett était à la tête, flanqué de nos parents. Les serveurs se déplaçaient autour de nous avec une efficacité maîtrisée, posant des verres d'eau pétillante et de petites assiettes de saumon fumé. Everett a tapoté son couteau contre le côté de son verre. Avant de commencer, a-t-il dit, se levant avec ce sourire de vendeur qui lui allait si bien. Je veux vous remercier tous d'être venus comme vous le faites chaque année. La famille est tout et la loyauté. C'est ce qui maintient notre fondation solide. Plusieurs têtes ont hoché la tête. Léona a souri fièrement et fermement. Papa avait l'air tellement suffisant qu'il allait éclater. J'ai attendu le moment où il a levé son verre. Puis, calmement et sans fanfare, j'ai sorti de la poche de mon manteau 3 enveloppes. Je me suis levé. Avant de lever nos verres, ai-je dit, ma voix tranchant clairement à travers le brouhaha. Je pensais que nous pourrions lever autre chose. Un peu de vérité. J'ai posé la première enveloppe devant Everett, la deuxième devant papa, la troisième glissée sur la table à Léona. Chacune scellée, estampillée et notariée. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Léona, sa voix trop douce. Juste de la lecture pour le week-end, ai-je répondu. Copie de transfert de propriété, consolidation de prêts, décaissements offshore, tout sous mon nom. Everett a ricané, mais ses doigts ont hésité alors qu'il rompait le seau. Le sourire de papa s'est estompé. La main de Léona a tremblé juste un peu alors qu'elle retirait les documents. Les pages ont bruissé, puis le silence, épais et indéniable. De l'autre côté de la table, un oncle regardait, pâle comme s'il avait vu un fantôme. Un autre cousin a reculé lentement sa chaise. L'un des alliés les plus proches d'Everett, un homme qui plaisantait autrefois sur le fait que j'étais la pièce de rechange, s'est levé et est parti sans un mot. Everett a finalement parlé. Tu cours après des ombres, Zéven. N'importe qui aurait pu fabriquer ça. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement déverrouillé mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture. La pièce s'est remplie de la voix d'Everett enregistrée il y a des mois dans un message vocal qu'il n'avait pas voulu laisser. Je n'arrive pas à croire que Zéven n'ait toujours pas compris. Nous avons utilisé son nom pour les documents de fiducie et il court après des diplômes en philosophie. Ce type signe pratiquement sa propre responsabilité. Sa voix, ses mots, son erreur. Les fourchettes se sont figées en plein vol. Les verres sont retombés sur la table, intacts. Le son s'est arrêté et l'air a gardé une quiétude si vive qu'elle aurait pu trancher l'acier. Léona s'est penchée en avant, sa voix basse, enrobée d'une fausse préoccupation. Nous avons fait ce que nous devions faire pour la famille. J'ai soutenu son regard sans cligner des yeux. Non, vous m'avez effacé pour votre confort. Et maintenant, je me restaure pour ma santé mentale. J'ai sorti une dernière feuille et je l'ai posée devant elle. Une page blanche nette, une lettre juridique en haut. Une plainte formelle déposée en mon nom. Un procès civil contre la fiducie familiale alléguant utilisation abusive d'identité, activité financière non autorisée et conspiration pour fraude. Everett avait l'air de vouloir sauter par-dessus la table. Léona n'a pas bougé. Ses yeux ont parcouru le papier, mais son esprit s'était arrêté. Papa a murmuré quelque chose. Cela ressemblait à de l'incrédulité, peut-être du regret, peut-être juste la peur de ce qui arrive quand le tapis est retiré de sous tout le château de cartes. Je me suis reculé de la table. Je ne suis pas venu vous détruire, ai-je dit, ma voix calme mais indéniable.
J'ai juste arrêté de vous protéger. Et puis je suis parti. J'ai passé le serveur portant un plateau de crème brûlée et je n'ai pas regardé en arrière. La salle de banquet résonnait derrière moi, confusion, silence, peut-être même honte, mais je m'en fichais. J'ai poussé les doubles portes du couloir, le soleil coupant à travers la moquette, et j'ai continué. Quand je suis arrivé au parking, le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des années, il n'était plus là. Juste au moment où j'atteignais ma voiture, j'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau. Des pas derrière moi. La voix d'Everett, vive et rapide. Zéven, attends. Je me suis tourné, surpris. Ce qu'il a fait ensuite, je ne m'y attendais pas. Everett, m'a suivi sur le parking. Ses pas étaient rapides, irréguliers, furieux. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste attrapé mes clés, gardant mon rythme régulier, le cœur calme. Mais avant que je puisse ouvrir la portière de la voiture, une main s'est posée sur mon épaule et m'a tiré en arrière. Tu crois que c'est fini? A-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. Tu as tout gâché. Il m'a poussé fort contre le côté de ma voiture. Le choc a résonné dans mon dos et ma poitrine. Je n'ai pas bougé, pas cligné des yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas de colère, pas d'arrogance, juste le regard calme de quelqu'un qui avait fini d'avoir peur. Tu as cherché ça, ai-je dit doucement. Du coin de l'œil, j'ai vu le valet, un jeune homme peut-être dans la vingtaine, se figer à mi-chemin avec une série de clés à la main, ses yeux fixés sur la prise d'Everett sur mon col. Une seconde plus tard, il a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Everett l'a remarqué trop tard. Il a lâché, reculant, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il se souvenait soudain où il était. Tu crois qu'ils te croiront plus qu'à moi? A-t-il aboyé. Tu crois que quelqu'un se soucie de ce que tu dis? J'ai jeté un coup d'œil au valet. Peut-être pas, mais ils croiront les images. Les 5 minutes suivantes ont été un flou. Un responsable est sorti de l'entrée du club, suivi de 2 agents de sécurité. Je suis resté calme, j'ai donné un simple compte rendu de ce qui s'était passé. Le valet a remis la vidéo sans hésiter. Quelqu'un a appelé la police. Au moment où la voiture de police est arrivée sur le parking, Everett s'était écarté et avait essayé de se recomposer, ajustant ses poignets comme s'il était juste un autre invité de brunch fortuné légèrement incommodé. Mais quand l'officier a demandé « Vous êtes Zéven Harper ?» Et j'ai répondu « Oui, monsieur ». Toute l'atmosphère a changé. Ils ont écarté Everett, lui ont posé quelques questions, puis lui ont demandé de s'asseoir à l'arrière de la voiture de patrouille. Il n'a pas résisté, mais le regard sur son visage, c'était la première fois que je voyais une vraie peur dans ses yeux. Pas de colère, pas d'arrogance, juste la prise de conscience naissante que le contrôle lui avait échappé. Je ne suis pas resté pour le reste. J'ai hoché la tête poliment aux officiers, j'ai remercié le valet, et je suis rentré chez moi en silence. Léona a appelé cet après-midi-là 2 fois. Je n'ai pas décroché. Un 3e appel est venu d'un des anciens partenaires commerciaux de papa, suivi d'un SMS vague disant « Gardons ça en famille ». Le message était clair. De l'argent était offert. L'image devait être protégée. La machine de nettoyage tournait vite, mais pas assez vite, car le lundi matin, un titre est apparu sur un petit site d'actualité en ligne. Sources disent que Zéven Harper a un long historique d'instabilité émotionnelle. L'article était vague, construit sur des murmures et de faibles insinuations. Pas de source nommée, pas de faits solides, mais je reconnaissais le langage. Il venait du même cabinet de relations publiques qu'Everett avait un jour vanté lors d'un voyage de golf, quand il ne savait pas que j'étais dans la pièce. Ce sont les meilleurs, avait-il dit à l'époque. Si vous voulez que quelqu'un soit effacé sans lever le petit doigt, appelez-les. Et maintenant, ils étaient là, essayant de me discréditer juste assez pour brouiller les pistes, jeter une ombre sans verser de sang. Classique. Mais je n'étais pas déstabilisé. Je n'avais pas besoin de crier. Au lieu de cela, je me suis habillé calmement ce matin-là et je suis allé au palais de justice, pas pour porter plus d'accusations, pas pour faire une scène publique, mais pour discrètement déverrouiller quelque chose que je gardais depuis des mois. Dans le bureau du greffier, j'ai rencontré Monsieur Lenders, le vieil avocat de la succession de grand-père. Nous nous sommes assis dans une pièce séparée pendant qu'il faisait glisser une enveloppe marron sur la table.
Il n'a pas dit grand-chose, juste, c'est le moment. J'ai hoché la tête. Le document à l'intérieur était net, une page. La signature de grand-père en bas, datée 3 ans avant son décès. Si un membre de ma famille, directement ou indirectement, tente de diffamer ou de discréditer le nom de Zéven Harper, que ce soit par les médias, des manœuvres juridiques ou des canaux privés, le reste de ma succession, y compris toutes les réserves d'urgence, sera transféré au fonds de secours médical pour enfants au nom de Zéven Harper. Je l'avais lu auparavant, mais le voir à nouveau avec tout ce qui venait de se passer a eu un impact différent. Monsieur Lenders l'a plié soigneusement et a dit, « J'enverrai l'avis à l'avocat de la fiducie familiale cet après-midi. » Discrètement, l'ai-je rappelé. Il a hoché la tête. Bien sûr. Avant de partir, je me suis arrêté devant la salle d'audience vide au bout du couloir. Je suis juste resté là un moment, le silence m'avalant tout entier. J'ai atteint la poche intérieure de mon manteau et j'ai sorti la petite boussole en bronze que grand-père m'avait donnée quand j'avais 16 ans. Elle était toujours rayée, toujours obstinément penchée, mais d'une manière ou d'une autre, elle se remettait toujours au nord. Toujours pointant vers le nord, hein? Ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas perdu. La salle d'audience s'est estompée autour de moi. Le bruit, les diffamations, la manipulation. Ils ne m'atteignaient plus. Ils ont essayé de m'humilier. Ils ont essayé de m'effacer. Mais maintenant, je ne faisais pas que rester debout. J'étais ancré. Ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu leur emprise. Mais ce que j'ai fait ensuite les a fait perdre leur voix. Et 2 semaines se sont écoulées. La nouvelle s'était répandue discrètement mais complètement. L'agression d'Everett, les retombées du procès, et la clause de fiducie frappant comme une avalanche lente mais certaine. Je n'avais pas prévu de revenir. Mais ensuite, j'ai reçu un court message d'un ancien employé de la succession. Il vide la maison. Reprise bancaire. Je pensais que tu voudrais savoir. Alors ce matin-là, juste après le lever du soleil, je suis parti seul. Pas d'avocat, pas de caméra, juste moi. Le vieil domaine familial se tenait immobile, gris sous un ciel ardoisé. Pas de lumière, pas de voix. La grille en fer forgé pendait ouverte, rouillée là où l'écusson familial avait autrefois brillé. Je me suis garé le long de l'allée courbe et je suis descendu. Le gravier craquait sous mes chaussures, plus fort que je ne m'en souvenais, peut-être parce que personne d'autre n'était là pour faire du bruit. Un camion de déménagement était garé dans la cour avant. 2 hommes sortaient ce qui ressemblait à un canapé enveloppé de plastique. L'un m'a fait un signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Il n'a pas demandé qui j'étais. Il n'avait pas à le faire. La porte d'entrée était entr'ouverte, alors je suis entré. L'air à l'intérieur était plus froid qu'à l'extérieur, stérile, comme si la maison avait déjà oublié. Elle avait autrefois été pleine de voix. Les meubles avaient disparu. Les œuvres d'art avaient été arrachées des murs. Même les tapis avaient été roulés et emportés. Les planchers résonnaient à chaque pas que je faisais. Je me suis déplacé lentement dans le couloir, passant devant le bureau où papa m'avait appris à jouer aux échecs, devant le vieux coin petit déjeuner où maman avait l'habitude de siroter son café avec ce regard distrait dans les yeux. Passant devant l'escalier qu'Everett descendait en courant, bras écartés comme s'il possédait le monde. Et puis je l'ai vu, face contre terre près de la cheminée, un cadre brisé. Je me suis penché et je l'ai ramassé. Le verre était fissuré en diagonale, mais je pouvais encore voir la photo en dessous. C'était il y a des années. Une réunion de famille, je crois. Tout le monde y était. Papa, Léona, Everett, mes cousins. Mais mon coin avait été découpé, littéralement. Quelqu'un avait coupé la partie où j'étais autrefois. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas tremblé. J'ai retourné le cadre dans mes mains, je l'ai étudié un instant, puis je l'ai doucement reposé contre la base de la cheminée. Je n'étais plus en colère, juste fini. En sortant, je me suis arrêté près de la grille avant, où l'ancienne boîte aux lettres pendait toujours légèrement de travers sur le poteau en bois. Le ruban adhésif était toujours là, le même ruban adhésif qu'ils avaient utilisé il y a des mois pour bloquer les avis légaux avec mon nom. Je l'ai retiré. La colle avait séché et craqué, presque comme si elle n'avait jamais été censée durer. Puis j'ai sorti un papier plié de la poche de mon manteau, une impression de la clause de fiducie de grand-père,
celle qui avait tout changé, et je l'ai glissée à l'intérieur de la boîte. Pas de mots, pas de signature, pas de message, juste la vérité. Vers midi, j'étais de retour à la maison. Le soleil avait percé depuis, filtrant à travers les stores de mon bureau. Je venais de me verser une tasse de thé quand j'ai entendu le doux battement du courrier tomber dans le plateau en bois près de la porte d'entrée. Il y avait une seule enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre formelle de l'avocat de la famille, différente de celle de Lenders. Celle-ci était brève, neutre en ton. En raison du déclenchement de clauses dans la fiducie Harper, disait-elle, une partie des actifs restants, liquides et fixes, a maintenant été transférée à votre nom. Les conditions ne s'appliquent plus. C'est à vous. Aucune autre défense n'est nécessaire. J'ai posé la lettre, je n'ai pas souri, je n'ai appelé personne. J'ai juste regardé par la fenêtre un moment, observant un écureuil courir le long de la clôture. Puis, sous mon souffle, j'ai dit, je ne me battais jamais pour l'argent. Plus tard cette semaine-là, j'ai fait une visite discrète à un bureau d'enregistrement d'organisation à but non lucratif au centre-ville. Ce même mois, l'initiative Harper Campus est née. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce familiale, juste une fondation créée pour offrir des conseils juridiques et une aide financière aux personnes coincées dans le même genre de silence que j'avais vécu autrefois. Les gens qui avaient été rejetés, exclus ou honteux par leur propre sang. J'ai embauché 2 personnes qu'Everett avait une fois moquées lors d'une réunion de présentation. Il avait traité l'une de poids mort et avait dit à l'autre qu'elle n'avait pas de mordant. Ce furent les premiers que j'ai appelés. Ils n'ont pas demandé mon nom de famille. Un après-midi, alors que nous examinions la documentation, l'un des stagiaires m'a demandé, « Pourquoi avez-vous créé cela ?» Je veux dire, vous n'avez pas besoin de le faire. Je me suis penché en arrière, les ai regardés dans les yeux et j'ai dit simplement, parce que personne ne devrait avoir à crier pour être entendu. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste hoché la tête. C'était suffisant. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je suis resté et j'ai organisé les derniers dossiers. Le bureau était silencieux, juste le doux tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement du vieux chauffage qui démarrait. En fermant le tiroir du classeur, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis un moment. La vieille boussole, celle de grand-père. Elle était nichée dans un coin, reposant doucement sur un carré de toile de jute. Je l'ai ramassée. Le tissu avait un nom cousu dessus, mon nom. Il l'avait cousu lui-même. Je reconnaissais son écriture dans le fil. Je suis resté là un long moment, la tenant dans mes 2 mains. L'aiguille de la boussole était toujours vacillante, toujours imparfaite, mais comme toujours, elle finissait par pointer vers le nord. Je l'ai posée doucement sur l'étagère à côté des livres, juste au-dessus de la déclaration de mission de la fondation. Puis je suis allé à la porte, j'ai éteint la lumière et je l'ai refermée doucement derrière moi. Personne ne s'est excusé. Personne n'a appelé pour expliquer, et ce n'était pas grave. Je n'ai pas brûlé les ponts. J'ai juste arrêté de les laisser marcher sur moi. Ils ont perdu plus que de l'argent. Ils ont perdu ce qu'ils pensaient durer éternellement. Pendant que je construisais quelque chose qui me ressemblait enfin. Et pour la première fois, j'étais